Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique dans les Hauts-de-France. À 6 mois des élections régionales, Europe Écologie Les Verts a lancé sa campagne récemment contre Xavier Bertrand. 5 ans, ça suffit, clament les écologistes. Tout en tendant la main aux bonnes volontés, ils se disent prêts et portés par, je cite, une responsabilité immense. Les Verts sortent du bois. Mais pour faire quoi ? Et avec qui ? Eh bien, pour le savoir, je reçois le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Picardie, Gilles Mettet. Bonjour. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de vous accueillir. Commençons par un point purement politique. Quel écologiste pourrait battre Xavier Bertrand et présider notre région Hauts-de-France ? Eh bien, c'est un ou une écologiste, c'est un ou une candidate dont le nom reste à déterminer, dont on peut tracer un profil, mais pas encore ou la nommer. Ce sera le fruit d'un processus. En faire le profil, c'est quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un qui a su faire la démonstration qu'il était capable, ou qu'elle était capable, de relier l'écologie politique et la justice sociale. Voilà. Je disais, on est à 6 mois des élections. Vous ne devriez pas déjà être en ordre de bataille ? Alors, qu'est-ce qu'être en ordre de bataille ? Avoir un candidat. Par exemple, vous avez des députés européens. Damien Carême, Karima Delli. Ça pourrait être des candidats ? Ah, ça pourrait être non seulement des candidats, mais de très bons candidats. C'est d'ailleurs ce week-end même, au moment où nous parlons, ce dimanche, que nos adhérents sont en train de voter parmi 3 candidats, puisqu'il en manque une. C'est Julie Nicolas, qui est conseillère d'opposition à Lille, Karima Delli, qui est présidente de la commission transport au Parlement européen, et Damien Carême, qui est également eurodéputé, ancien maire de Grande-Synthe. Et vous allez vous choisir des chefs de file, mais est-ce que ça veut dire que ce sont les candidats, ou bien vous êtes prêts à faire alliance avec d'autres partis ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent disponibles à gauche pour représenter un peu l'Union. On peut citer le socialiste Patrick Kanner, le communiste Fabien Roussel, tout récemment Hugo Bernalicis de la France Insoumise, qui est candidat, mais qui vous tend la main à vous, les écologistes et les communistes aussi. Vous seriez prêt à soutenir quelqu'un qui n'est pas d'Europe Écologie Les Verts ? Alors, aucune candidature n'est illégitime en soi dans cette élection. Simplement, cette question nous paraît secondaire. C'est-à-dire que vous parliez de bataille, mais il faut avoir un plan de bataille. C'est-à-dire que avant, si c'est pour faire un accord de parti, c'est pas quelque chose qui peut espérer réussir dans les Hauts-de-France. Il est nécessaire d'abord de construire un programme, j'allais dire même de co-construire un programme avec les citoyens. Il n'y a plus que 6 mois, encore une fois. Il n'y a plus que 6 mois, oui, il n'y a plus que 6 mois. C'est faisable, vous n'êtes pas en retard. J'ai pas l'impression qu'on soit en retard à partir du moment où on cherche à faire dans le fond. Alors, en face, dans Dimanche en politique, le week-end dernier, Sébastien Chenu n'a pas caché qu'il veut être président de la région Hauts-de-France pour le Rassemblement national. Ça pourrait donc être lui le candidat. Est-ce qu'il est crédible ? Est-ce que vous le craignez ? Je crois que c'est l'ensemble de la région des Hauts-de-France qui doit craindre, au-delà de Sébastien Chenu, où on nous parlait de Steve Briouat ou de Marine Le Pen. C'est le repli sur soi, le repli identitaire, l'idéologie mortifère que développe le Rassemblement national, qu'il propose tant au niveau national et qu'il souhaiterait à présent déployer sur le territoire des Hauts-de-France. C'est ce que nous craignions il y a 5 ans et ce que nous devons craindre et continuer à craindre de nos jours. Ils ont fait 41% dès le premier tour en 2015. C'était Marine Le Pen elle-même, la candidate à l'époque. Sébastien Chenu, lui, il ne vous craint pas. Il a dit dans cette émission que les Verts, c'était de l'arnaque. Alors, c'est pas nous qu'il doit craindre, Sébastien Chenu. Ce sont les citoyens, les citoyennes qui doivent se mobiliser contre lui. C'est pas Europe Écologie Les Verts. Xavier Bertrand, lui, a besoin de l'emporter pour se propulser vers la présidentielle. D'ailleurs, ce côté voter pour moi, pour que j'aille très vite ailleurs, ça peut lui nuire, vous pensez ? Je le pense. Je pense que on ne peut pas prendre les Hauts-de-France en otage d'un destin qu'on croit présidentiel et auquel la République en marche semble répondre, puisqu'elle parle de diligenter 5 ministres sur le territoire des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est une région, une belle région, une grande région, avec une âme et qui mérite beaucoup mieux que ça. Les citoyens des Hauts-de-France
mérite mieux que d'être un marchepied et devoir mener cette campagne en contre, quoi. C'est pour ça que EELV, les Verts et le rassemblement qu'on souhaite construire, on souhaite construire un rassemblement en pour, on souhaite faire des propositions et non pas être sur la nationalisation et la prise d'otages. Je vous reprends sur l'idée que La République En Marche pourrait constituer une liste avec 5 ministres à l'intérieur. Vous venez de l'évoquer, il y aurait Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti dedans, notamment. C'est ce qui se dit, hein, il n'y a rien d'officiel pour le moment. Si ça affaiblit Xavier Bertrand, vous êtes content? Le but du jeu, vous savez, tout ce qui divise, si tant est qu'on ne fasse pas la même chose de l'autre côté, si c'est pour refaire les mêmes erreurs... Vous divisez à gauche, que tout le monde y parte chacun de son côté. Bien sûr. C'est encore possible, ça? Alors, c'est possible. En tout cas, tout est possible. Tout est toujours possible en politique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas souhaitable. Ce qui est certain, c'est que ça mène à l'échec. Mais il y a des discussions en ce moment, c'est ce que disait Hugo Bernalicis cette semaine, qu'il y a déjà des discussions depuis un moment. Mais alors, il y a des discussions. Il y a des discussions. Pas avec tout le monde. Dire qu'elles sont très avancées, ce serait vous mentir. Par contre, Hugo Bernalicis dit dans la même interview qu'il est revenu sur son national pour en faire une discussion nationale. Cependant, Europe Écologie Les Verts, nous sommes un parti fédéraliste, nous avons bien sûr une instance nationale, mais nous avons des instances régionales. Et nous, c'est au plus proche des territoires qu'on cherche à discuter. Moi, je suis tout à fait disposé, et mes collègues des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, co-secrétaires régionaux, sont prêts à discuter avec la France Insoumise. Il y a encore du travail, en tout cas, en termes de discussion, on le voit. Pour finir cet aspect purement politique, après on va parler des grandes lignes de votre projet. Sur Xavier Bertrand, vous dites donc 5 ans, ça suffit, il faut fermer la parenthèse. Y a-t-il au moins une chose que vous saluez dans le bilan du président de la région Hauts-de-France? Vous savez, on a souvent les qualités de ses défauts. On ne peut pas lui retirer une certaine énergie à Xavier Bertrand. Maintenant, faut analyser au service de quoi il met cette énergie. Or, cette énergie, elle est surtout dirigée vers des effets d'annonce, une campagne anti-macroniste qui le regarde, mais en tout cas qui n'est pas dans les missions régaliennes d'un président de région. C'est avant tout les Hauts-de-France qu'il lui faut gérer. Il a géré. Là, vous parlez de l'actualité. Il a géré, mais sans vision. La communication. Il avait géré, mais sans vision. J'utilise le verbe gérer au sens propre. C'est-à-dire que les Hauts-de-France ont besoin d'une vision sur les 20 ans, les 30 ans qui viennent. C'est les missions du Conseil régional, les outils dont il dispose, ce sont des outils de planification et que nous souhaitons inscrire dans la transition. C'est ce qu'il n'a pas fait. Quand il nomme le président de la Fédération de chasse de l'Oise, président de la commission environnement au Conseil régional, c'est une forme de vision? C'est une forme de vision archaïque. C'est la démonstration d'un positionnement anti-écologiste. Que ce soit à travers ses déclarations anti-éoliennes. Guy Lédo-Fauvin, je précise pour nos téléspectateurs, c'est lui le président de la commission environnement, il est chasseur, président de la Fédération de chasse. Absolument, il n'y a pas si longtemps, on était sur ce plateau avec Julien Drache et lui-même. Il venait défendre la chasse à courre, l'illustration même de la chasse la plus archaïque qui soit, partager une chasse élitiste, partagée par 0,02 de la population. Et en tant que représentant des chasseurs, alors que EELV n'est pas fondamentalement anti-chasse, il vient défendre une forme complètement archaïque de la chasse. Et Xavier Bertrand en fait son défenseur de l'environnement. C'est véritablement la démonstration que après nous avoir traité de Khmer, un régime qui a fait quand même plusieurs millions de morts, à côté les Amish, c'est gentil, c'est presque une déclaration d'amour. Le nommer, c'était clairement positionné, son quinquennat, c'est un peu exagéré, mais sur la rupture avec l'écologie, c'est-à-dire ce qu'avaient fait les majorités précédentes. Marie-Christine Blandin, Daniel Percheron, Claude Gévert, avec des majorités dans lesquelles on retrouvait des écologistes, dans lesquelles il y a des plans qui avaient été lancés. Eh bien, il a tout cassé. Alors, comment vous souhaitez reconstruire l'écologie dans les Hauts-de-France? On va en parler maintenant très concrètement, dans le fond, les grandes lignes, mais surtout, comment enthousiasmer les habitants des Hauts-de-France? Comment leur donner envie de voter pour un projet écologiste aujourd'hui?
Vous savez, on ne motive pas un apprenant, moi qui suis enseignant, s'il n'est pas fondamentalement motivé à la base. Par contre, on peut organiser un cadre pour faire qu'il soit motivé. Enthousiasmer les gens, c'est les faire participer. Ce programme dont vous parlez, qui reste à construire, et qui a pour but de remplir des objectifs, reste à construire avec les citoyens, avec les citoyennes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a décidé, il y a 15 jours de cela, le 12 septembre à Vimy, d'adopter une motion d'orientation régionale, avant même de désigner des candidats, puisque vous me parliez de gens qui sont déclarés candidats, mais sur quel programme, sur quelle stratégie, pour l'instant on n'en sait strictement rien, nous avons décidé d'organiser un rassemblement, de chercher les conditions d'un rassemblement et de déployer sur des territoires des assemblées citoyennes de façon à faire participer les citoyens des Hauts-de-France à la co-construction du programme. Mais alors, pour ça, pour participer à la construction d'un programme, pour s'intéresser à l'écologie, il faut avoir l'esprit disponible, il faut être disponible au quotidien. Est-ce que dans les Hauts-de-France, les préoccupations économiques et sociales, avec un très fort taux de chômage, un très fort taux de précarité, ne supplantent pas encore trop, n'effacent pas tout encore aujourd'hui? Ce serait opposer l'écologie et l'emploi. Ce serait opposer la transition écologique et l'emploi. Or, ce serait dire que la précarité est antinomique avec l'écologie. Or, la précarité est la jointure justement entre l'écologie et la justice sociale. Lorsque vous lancez un grand plan d'éco-construction, de réhabilitation énergétique des logements. C'est ce que vous ferez? Bien sûr. C'est redonner du pouvoir d'achat, c'est permettre de sortir de la précarité énergétique. On sait que le poste énergétique pèse lourdement sur les budgets. Lorsque l'on cherche à réinstaurer, à rapprocher les bassins de vie, les bassins d'emploi, c'est éviter les migrations pendulaires, c'est éviter de prendre son véhicule sur de trop longs trajets, plutôt que de donner un chèque à la fin du mois, comme cherchait à le faire Xavier Bertrand. Tout cela, c'est dans l'esprit aussi de résorber la précarité. C'est pas antinomique. La transition écologique et sociale que vous défendez, vous dites qu'elle va créer des milliers d'emplois dans la région. Mais comment concrètement? Eh bien, vous savez, je prenais l'exemple de la réhabilitation énergétique des logements. C'est 30 000 emplois. L'agroécologie, l'agriculture paysanne, le bio, pour une même production, c'est 10 fois plus d'emplois que sur une agriculture productiviste. Et ça coûte très cher pour se convertir. Et pour ce qui est aussi de rénover tous les logements de 6 millions d'habitants? Oui, ça nécessite de faire des économies ailleurs. C'est peut-être aussi cibler, identifier, conditionner les aides, éco-conditionner les aides, s'inscrire dans une logique de la transition, c'est-à-dire identifier des technologies qui seraient devenues ou qui seraient à terme obsolètes pour rediriger ces crédits sur ce qui est porteur d'avenir. Et ça s'inscrit aussi dans l'autonomie des territoires. Permettre aux territoires non plus d'être en concurrence les uns avec les autres, mais en complémentarité et essayer, dans la mesure du possible, d'être le plus autonome possible, que ce soit énergétiquement, que ce soit alimentairement. Tout cela, ça passe par des circuits courts, c'est réinstaurer de la biodiversité. Là-dessus, la biodiversité, il y a une actualité qui concerne nos betteraviers. Oui. Le gouvernement veut réautoriser certains néonicotinoïdes qui permettent des insecticides tout simplement, mais qui sont dangereux pour les abeilles notamment. Il veut les réautoriser temporairement parce que les champs de betteraves ont la jaunisse. On a vu des reportages, les betteraviers étaient déprimés, c'est le cas de le dire. C'est raisonnable, un petit peu de pragmatisme, de réautoriser quelque chose qui est indispensable manifestement à la survie de l'agriculture et des champs. Moi, je vous parlerai de la survie des insectes, de la biodiversité, des abeilles. Je vous parle encore une fois pendant 10, 20 ans. Immédiatement après cette annonce, ce sont les producteurs de maïs qui ont demandé une dérogation. C'est-à-dire ils ne l'ont pas obtenue. Ils ne l'ont pas obtenue, mais... C'est pas du pragmatisme tout simplement intelligent? Quand vous voyez ces champs qui ont la jaunisse, les betteraviers vous disent on n'a pas d'autre solution.
Pourquoi ne pas sortir du cadre de base s'il n'y a pas d'autre solution? Mais parce que l'urgence, l'effondrement de la vie sur Terre, 80% de la masse des insectes qui disparaissent en une décennie, c'est une catastrophe. Alors, c'est beaucoup plus catastrophique qu'une année de production de betteraves. Le vrai problème derrière cela, c'est pas les néonicotinoïdes, c'est la mise en concurrence sur des marchés internationaux, l'agriculture productiviste, la monoculture. Ce sont des thèmes de fond, ce sont des raisons de fond. Et on ne peut pas y répondre simplement en autorisant ou en dérogeant à la décision qu'on a prise un an plus tôt. Donc le principe reste plus fort que la situation ponctuelle. Vous dites que votre projet refuse les grands projets inutiles de l'agro-industrie, de la logistique, du commerce mondialisé. Bref, vous faites des choix. Il y a les bons, les mauvais, mais sur quels critères ? Les mauvais choix, vous venez de les énoncer. C'est-à-dire Amazon, par exemple, qui veut construire un nouvel entrepôt, vous direz non, c'est ça ? On ne l'aidera pas. Vous savez, vous n'empêcherez pas Amazon mais vous pouvez ne pas lui favoriser. On conditionne les aides Absolument. à des conditions environnementales. Absolument. Notre objectif, c'est de redynamiser les cœurs de ville, c'est de soutenir les artisans, c'est de soutenir les PME, les TPE, les PMI. Les usines de pneus ? Les usines de pneus, vous faites bien sûr référence. Bridgestone, bien à sûr. Béthune, 863 salariés. Xavier Bertrand, lui, il est pour aller au Japon, voir les dirigeants de l'entreprise, du groupe, avec des ministres, pour les convaincre de réinvestir dans ce site pour qu'il ne meure pas. C'est la gestion dont vous parliez tout à l'heure, l'action. Vous seriez prêt à soutenir les salariés pour qu'ils gardent leur activité, cette activité-là, construire des pneus ? Aller au Japon pour discuter avec les Japonais, pour les convaincre que, en tant que président de la région Hauts-de-France, alors que l'UE a permis la modernisation d'un site en Pologne à hauteur de 24 millions, encore une fois, Xavier Bertrand joue ici son destin présidentiel. Alors, au-delà de Xavier Bertrand, la question Bridgestone, c'est un exemple. Vous sauvez les emplois, même si c'est une activité pas très écologique ? La planification voudrait qu'il y a depuis des années, cet appareil eût été modernisé. Il a bénéficié, je crois, de mémoire d'1,8 million au titre du CICE. On a permis à un appareil productif en train de s'asphyxier de se maintenir artificiellement. Il aurait été plus judicieux de reconvertir, de former ces personnels pour qu'ils ne se retrouvent pas... Il n'y a pas eu suffisamment de vision et d'action avant, mais du coup maintenant c'est trop tard, vous dites. C'est pas trop tard pour aider ces gens à se reconvertir. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser 800 personnes sur le carreau comme ça, mais maintenir artificiellement un outil de production à grand renfort d'aide publique sans conditions, c'est pas non plus raisonnable. Très rapidement, on célèbre, entre guillemets, l'anniversaire, les 1 an, de l'incendie de Lubrizol ce week-end. L'usine Seveso de Rouen, vous vous souvenez bien sûr de ces fumées qui ont ensuite survolé toute notre région, avec des retombées de suie sur les maisons, sur les cultures. Que dire 1 an après ? Comment peut-être mieux sécuriser nos usines Seveso dans la région ? Alors, Lubrizol, c'est 40 communes à 37, je crois, dans la Somme, une quarantaine dans l'Oise, 13 dans l'Aisne, qui cessent leur production agricole à cause des retombées. La France, c'est 73 fois plus d'incidents sur ces sites que l'Allemagne. Mais on assiste également à une baisse des effectifs dans les services de contrôle et surtout une absence de contrôle sur certains autres sites. Vous prenez Lubrizol, ce qui a provoqué Lubrizol, c'est pas, d'après l'enquête, même s'il y a une forme d'opacité dans cette enquête, c'est un site situé à proximité, avec un feu dans les vestiaires, un site qui était lui-même classé, mais pas contrôlé. Bien sûr qu'il faut renforcer les contrôles et les étendre aux sites qui sont à proximité. Et puis surtout, il faut mieux informer les citoyens, que ce soit sur le risque nucléaire, que ce soit sur les risques chimiques. Il est important d'associer encore une fois les citoyens, tant en amont qu'en aval. Une question aussi de sécurité et d'énergie. La centrale nucléaire de Gravelines, la plus grande d'Europe, qu'on dit promise à la fermeture.
trop vieille. Elle n'a que 3 ans de moins que celle de Fessenheim qui a fermé cette année. Plus de 3000 salariés travaillent sur le site. Xavier Bertrand voudrait qu'on y construise un EPR. C'est la nouvelle génération de réacteurs, plus puissants et plus sécurisés. Et vous dites que c'est un recul. Pourquoi ? Vous connaissez un EPR qui fonctionne au moment où on parle et qui ne Encore. coûte pas des millions. Gravelines, c'est une des seules centrales nucléaires en France basée sur une zone inondable. À l'heure du réchauffement climatique, de la montée des eaux, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Ce qu'il faut, c'est permettre un mix énergétique, une transition énergétique. C'est développer l'éolien, le photovoltaïque, les biogaz, et non pas partir sur une nouvelle génération d'EPR, et qui plus est, située à cet endroit. Vous voulez donc développer les énergies renouvelables, pas le nucléaire. Xavier Bertrand dit aussi qu'il veut doubler la part des énergies renouvelables, mais pas les éoliennes par contre. Ça, on stagne. Vous êtes pour plus d'éoliennes ou pas ? Bien sûr. Moi, je pense que, effectivement, qui dit mix, dit mixité. J'empruntais la route tout à l'heure pour vous rejoindre. J'ai vu une série d'éoliennes. Il y avait pas d'habitation, il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de pollution visuelle, etc. Il y en avait une dizaine. À cet endroit-là, on peut en mettre une vingtaine, on peut en mettre une trentaine. C'est en bord d'autoroute. Il y a encore de la place pour vous. Très rapidement, juste une question sur la 5G. Pour ou contre son déploiement dans les Hauts-de-France ? Pour un moratoire. Vous voulez qu'on attende quoi ? Qu'on attende d'avoir des études d'impact qui soient plus approfondies que celles dont on possède, notamment sur l'impact sanitaire, notamment sur les insectes, et puis un véritable débat citoyen sur quelle société veut-on. Est-ce qu'on veut une société hyper connectée, des smart cities ? À quoi ? C'est surtout, c'est pas binaire, c'est pas pour ou contre la 5G, c'est pourquoi la 5G. On dit, je précise aux téléspectateurs, la 5G, c'est présenté par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications, comme la suite logique. On a eu la 2G, la 3G, la 4G. La 5G, ce serait notamment pour les voitures autonomes, pour la réalité augmentée et pour aussi des utilisations industrielles ou médicales. Mais c'est un vaste débat que vous souhaitez ouvrir avant qu'on en installe. En informant exactement les citoyens sur les impacts, parce que vous dites voiture autonome, c'est des centaines de taxis des Hauts-de-France qui vont se retrouver sur le carreau. Vous parlez d'utilisation dans l'industrie, qui dit industrie dit robotique. Derrière, il y a des impacts aussi sur l'emploi. Donc on peut pas aussi tout vouloir. Il y a des choix à faire. En bref, maintenant, quelques actualités nationales. D'abord, la Covid-19. La métropole de Lille a été placée en zone d'alerte renforcée. Fermeture des bars et restaurants à 22h, fermeture des salles de sport, limitation des rassemblements à 10 personnes. Scandaleux ou nécessaire ? Vous savez, je suis pas scientifique et il est difficile pour moi d'avoir un avis aussi tranché. Par contre, je connais moins le cas. On a moins parlé de Lille, là. On a surtout parlé de Marseille. Ce qui est scandaleux, par contre, clairement, c'est de ne pas associer à ces prises de décision les responsables locaux, les représentants de la municipalité de Marseille. Michel Rubirola n'a pas été a découvert cette information sans avoir été Olivier Véran a remercié par contre Martine Aubry pour la qualité de la discussion qu'ils avaient eue auparavant. Autre actualité, Barbara Pompili au gouvernement, ministre de la transition écologique. Elle était avant une figure régionale d'Europe Écologie Les Verts, mais quelques années maintenant. Quelle note lui donnez-vous pour l'instant ? Je ne me permettrai pas de noter Barbara Pompili. Je pense que les Françaises et les Français sont assez grands pour voir les reculades. Vous parliez des néonicotinoïdes. C'est elle-même qui avait soutenu cette proposition à l'Assemblée nationale. Votre collègue Zora Hamdam posait en mon nom la semaine dernière à l'occasion du rassemblement LREM la question sur la chasse à courre, alors que Barbara Pompili avait elle-même porté ce sujet à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'elle est numéro 3 du gouvernement, elle nous répond qu'elle a que 2 ans et que c'est trop court, sur une chasse encore une fois aussi atypique que celle-ci. Voir déposséder, devoir assumer devant les Français une reculade devant les néonicotinoïdes. Je me suis concentré aussi tout à l'heure. Et alors que, en parallèle, Emmanuel Macron annonce l'interdiction de la chasse à la glu pour 1 an, c'est déposséder son ministre de l'écologie. On est dans l'écologie alibi. Écologie alibi. Juste une dernière question avant de finir cette émission. Il nous reste 1 minute.
l'actualité. On enregistre, je dis à nos téléspectateurs, cette émission samedi matin. Donc l'attaque qui a eu lieu à Paris, l'attaque à l'arme blanche, c'était pour nous hier soir. On a encore très peu d'informations sur l'identité de l'assaillant. Quand on parle de sécurité, d'islamisme, on ne pense pas tout de suite, on n'a pas forcément d'attente envers Europe Écologie Les Verts. Mais quelle est votre ligne là-dessus, la sécurité, l'islamisme ? Alors, c'est un débat qui traverse, vous savez, le débat entre la laïcité et l'islamophobie est un débat très ténu. C'est un débat qui traverse notre parti, comme il traverse toute la gauche. J'ai moi-même une position. Ici, en tant que représentant de mon parti, on n'a jamais voté une motion dessus. Moi, je suis Charlie. Et j'ai une pensée pour les deux victimes, qui sont d'ailleurs journalistes. Et je suis pour la liberté de la presse, pour le droit de l'information. Et je trouve que c'est très inquiétant. Merci beaucoup, Gilles Mettet, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Picardie, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, votre journal régional. Très bon dimanche à tous.